connaissez Joli Thorax, un personnage de chez Astérix. Mais connaissez-vous l'Institut du Thorax? Et pourtant, ça fait 10 ans qu'il existe au sein, si j'ose dire, du CHU de Nantes. C'est un institut de pointe en matière de recherche sur les maladies cardiovasculaires. Bienvenue dans le 18h de Télé Nantes. Alors comme vous le remarquez, nous avons changé de décor. Ce soir, on se trouve en bord de Loire, plus précisément à l'Institut du Thorax qui se trouve lui-même dans le CHU de Nantes. Alors thorax, c'est vrai que c'est un joli mot qui peut faire beaucoup de points au Scrabble, mais c'est surtout très sérieusement donc l'Institut du Thorax qui fête ses 10 ans aujourd'hui. On a voulu être présent pour aussi vous dire tout ce que fait cet institut qui est à la pointe de la recherche sur les maladies cardiovasculaires et respiratoires. On en parlera ce soir avec nos invités, bien sûr, de ce travail important et qui est encore peut-être méconnu du grand public, avec des chercheurs, des médecins et une association de patients. Et puis, il y aura bien sûr nos rendez-vous habituels. À 18h30, le 18h Info nous emmènera notamment à Guérande, où il y a un drôle de tournage en ce moment d'un téléfilm allemand. Voilà, c'est surprenant, vous verrez ça tout à l'heure. Et à 18h40, bien sûr, le 18h chez vous, avec Nick Ressman pour sa toute dernière fois. Il nous amène à Roche-Maurice. C'est un quartier aussi méconnu de Nantes qui se trouve au bas du pont de Cheviré. On est à la fois dans un environnement industriel, mais aussi dans un décor un peu de village. On découvrira ça ce soir. Voilà, le 18h de Télé Nantes à l'Institut du Thorax commence maintenant. Et pour démarrer cette heure d'émission à l'Institut du Thorax, je suis avec Cécile Petitdent, bien sûr. Bonsoir. Et avec le professeur Patricia Lemarchand. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes médecin-chercheur en biologie cellulaire et vous avez participé en 2004 à la création de cet Institut du Thorax, puisqu'on a dit 10 ans, donc ça fait 2004, avec deux professeurs, Denis Escande et Hervé Lemarec. Mais ma première question, elle est juste toute bête. Pourquoi on parle d'un Institut du Thorax, en fait ? Parce qu'on ne voit pas les maladies cardiovasculaires tout de suite. Enfin, moi, très naïvement, je me suis dit, pourquoi le thorax ? Parce qu'il ne s'agit pas seulement des maladies cardiovasculaires, mais il s'agit aussi des maladies respiratoires. Moi, je suis pneumologue. Et donc, voilà, ça nous a semblé un nom simple pour désigner l'ensemble des services qui prennent en charge ces patients qui peuvent être atteints soit de maladies cardiovasculaires, soit de maladies respiratoires, soit de problèmes métaboliques. Donc on est entre le cou et l'abdomen, c'est ça? Tout bêtement. Voilà. J'ai vérifié. C'est très visuel, en fait. C'est vrai que c'est un institut important. On a quelques chiffres qui l'attestent. Il y a 800 collaborateurs qui travaillent à l'Institut du Thorax, 85 médecins et 160 personnels de recherche. Quel était l'esprit à la base de cet Institut du Thorax en 2004? Quelle était l'idée, l'envie au démarrage? Jusqu'en 2004, les services de soins étaient très cloisonnés par rapport à la recherche et l'enseignement. Chacun avait ses occupations et finalement se rencontrait assez peu ou c'était difficile. Et donc l'idée, c'était de décloisonner les structures en mettant ensemble dans la même structure les chercheurs et les services et les médecins et le personnel qui travaillent autour des maladies sur lesquelles travaillent les chercheurs et la formation. La recherche est extrêmement présente dans cet institut. On a bien une recherche qui est au service du besoin médical. On peut parler de philosophie et c'est très singulier, ça. Alors, ce qui est singulier et propre à Nantes, c'est que souvent, ce qui se passe, c'est qu'on essaie d'accélérer le processus entre des chercheurs qui vont faire une découverte et leur application dans le domaine médical. Mais la particularité de Nantes, c'est aussi de s'occuper de questions médicales qui sont posées par les médecins au service des patients et qu'ils vont aller résoudre avec les chercheurs au laboratoire pour revenir ensuite avec des applications pour la prise en charge des patients. Donc, vous avez des allers-retours. Voilà, c'est ça. On fait le même geste. On a compris la même chose. Dans les deux sens, et on tient beaucoup aux deux sens. Ouais. Alors, et puis évidemment, c'est un partenariat aussi qui est large. L'Institut du Thorax derrière, on a l'INSERM, le CNRS, le CHU de Nantes et l'Université de Nantes. C'était aussi ça l'idée du décloisonnement, c'est de faire travailler ensemble des gens qui ont peut-être moins l'habitude de le faire. Oui, c'était aussi de mettre ensemble effectivement nos tutelles, nos financeurs pour des objectifs partagés. Alors ça, on a bien évoqué le principe, ce qui a fondé l'Institut il y a 10 ans. Les 10 ans ont montré que vous aviez vu juste ? Oui, ça reste difficile à cause de la distance, parce que nos services hospitaliers sont à Saint-Herblain, à l'hôpital Nord, alors que la recherche est en centre-ville sur le site de l'Hôtel Dieu. Mais quand même, voilà. Mais quand même, le sentiment d'appartenance à une même structure a donné un réel élan et permet quand même de faire avancer les projets communs plus rapidement.
Alors, vous, en plus, c'est vrai que vous avez eu une expérience aux États-Unis. Cet institut du thorax, il est aussi inspiré de ce qui se faisait là-bas. Je reviens un peu à l'origine, mais c'est des choses qui sont justement géographiquement plus rapprochées aussi aux États-Unis. Oui, effectivement, il y a des endroits dans le monde, dont les États-Unis, où on trouve des structures dans lesquelles les laboratoires sont associés aux structures de soins. Et donc, c'est effectivement fort de cette expérience qui était partagée par plusieurs d'entre nous qu'on a eu envie de créer en France des structures équivalentes. Alors, l'Institut du thorax à Nantes, aujourd'hui, c'est vrai qu'il a un rayonnement national et international aussi. C'est lié à plusieurs choses, mais évidemment, aux publications scientifiques aussi qui sont faites par les chercheurs, et aussi peut-être aux partenariats que vous avez pu nouer avec des entreprises, c'est important de le dire, des entreprises du territoire qui soutiennent aussi votre action. Alors, nous avons déjà des chercheurs qui, quelquefois, font des découvertes qui peuvent être brevetables et qui peuvent permettre de créer ensuite des entreprises. Donc, nous avons une entreprise qui est maintenant assez grosse, qui s'appelle Incelart, qui est issue d'un de nos chercheurs, Bruno Pitard. Et puis, effectivement, nous travaillons beaucoup avec le pôle de compétitivité et les entreprises locales de biotechnologie pour des projets communs sur divers sujets. Et donc, c'est quelque chose qui est important pour nous, le rapport avec les entreprises, les petites comme les grandes. C'est-à-dire que nous avons aussi des partenariats avec des entreprises du médicament avec lesquelles nous travaillons aussi. On a vu se réafficher quelques chiffres qu'on avait évoqués, 800 collaborateurs. Qu'en est-il des patients que l'Institut du thorax suit, accueille, soigne ? Alors, c'est le service de cardiologie, le service de pneumologie, les services de chirurgie, cardiaque, cardiovasculaire, et puis le service d'endocrinologie aussi et métabolisme, le service de radiologie. Donc, ça fait effectivement beaucoup de patients qui sont pris en charge par nos équipes tous les jours. Y compris en amont, parce qu'il y a une chose qu'on n'a pas évoquée encore dans les axes sur lesquels travaille l'Institut, il y a aussi les facteurs de risque, c'est-à-dire qu'on fait de la recherche et les médecins ici s'intéressent aussi à la prévention. Alors effectivement, on s'intéresse à la prévention d'abord pour trouver des indicateurs qui permettent finalement de détecter des maladies à un stade précoce, voire de prévoir finalement chez certaines personnes le développement potentiel de maladies. Mais on travaille aussi sur l'éducation, c'est-à-dire permettre aux patients de prendre en charge leur propre maladie, de se mettre à faire du sport, de se nourrir correctement. Tout ça, ça fait aussi partie de nos missions. Et ça évolue. Et juste sur cette notion de prévention, on a fait beaucoup de progrès en 10 ans. C'est difficile. C'est pas sûr. Quand l'argent se fait plus rare, c'est pas toujours à la prévention qu'il va, mais ça nous semble essentiel. La recherche peut jouer un grand rôle justement dans la mise au point de marqueurs qui permettent de prévoir finalement l'évolution vers la chronicité ou la gravité de certaines maladies. Donc effectivement, il faut que la recherche continue à travailler sur ce domaine. On a bien entendu, juste, je rebondis, je ne peux pas m'empêcher, sur quand l'argent se fait rare, il se fait de plus en plus rare. Bien, disons qu'il y a quelques inquiétudes à l'heure actuelle, notamment sur le contrat de plan État-région, qui est un élément qui a été extrêmement important pour la structuration de la recherche, et en particulier de la recherche biomédicale à Nantes. Et nous voudrions continuer sur la dynamique du contrat de plan État-région précédent. Et l'enveloppe dont les chiffres actuels circulent est nettement plus faible que sur le contrat précédent. On en a parlé récemment. On en a parlé très récemment. Olivier Labou, le président de l'Université de Nantes, qui est aussi présent dans l'Assemblée, évidemment, ce soir. Une dernière question avant de vous libérer. On l'a vu, beaucoup de monde concerné par l'Institut du thorax, des malades, des chercheurs. Il y a aussi des publications qui font votre renommée, mais pourtant peut-être encore méconnues du grand public. C'est aussi l'objet de cette journée, de cette fête des 10 ans, de montrer le travail que vous faites au grand public. Oui, alors c'est pour ça que nous avons prévu 2 conférences grand public sur nos domaines d'excellence, en particulier sur 2 domaines parmi d'autres. Donc une sur la mort subite et sa prévention. On en parlera aussi avec nos prochains invités. Sur le plateau suivant. Et un autre sur le cholestérol et les nouvelles méthodes de prise en charge des hypercholestérolémies. Merci beaucoup. Voilà, on s'accrone. On est hyper coordonnés ce soir. Le marchand. À tout à l'heure, Cécile.
Et tout de suite, j'accueille 3 nouveaux invités autour de cette petite table de l'Institut du Thorax où on se trouve ce soir. Hervé Lemarec, le directeur de l'Institut et cardiologue, bien sûr. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes à côté de Sylvie Zunzaren, qui est déléguée, si je prononce bien votre nom, j'espère, déléguée régionale de l'Association française des maladies héréditaires du rythme cardiaque, donc qui fait partie justement d'une association de patients qui suit de près le travail de l'Institut du Thorax. Et Richard Redon, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur de recherche génétique ici à l'Institut du Thorax. Alors c'est vrai, on l'a dit déjà tout à l'heure avec le professeur Lemarchand, mais c'est peut-être bien de le répéter aussi vous avec le directeur. La singularité de cet institut, c'est cette collaboration proche, directe, entre les médecins et les chercheurs, et aussi, là on le voit, avec les patients. C'était aussi ça l'objectif de l'Institut du Thorax et son quotidien, de faire fonctionner ces 3 entités ensemble. Oui, je crois, parce que dès le départ, quand on a construit cet Institut du Thorax, un des objectifs était d'être au service du patient. C'est-à-dire développer toute la recherche médicale et le soin pour servir le patient. Alors c'est une vision de médecin, et les chercheurs ont d'autres préoccupations quelquefois, mais quelque part, on sait très bien en plus qu'on ne peut pas faire de progrès si on ne fait pas de recherche. Et vraiment, mais d'emblée, on avait affiché l'objectif final qui était le patient. Alors on le répète, c'est vrai, l'Institut du Thorax, c'est 7 équipes de recherche à l'université, des services de soins au CHU de Nantes, 2 centres de référence nationaux pour les maladies héréditaires du rythme cardiaque, justement la mucoviscidose. Le chercheur, il ne s'occupe pas du patient non plus. Peut-être M. Redon va rebondir sur ce que disait Moins directement, mais le patient est aussi au cœur de nos préoccupations dans notre recherche. Oui. C'est vraiment très gratifiant pour nous d'avoir une recherche qui est plus fondamentale. On n'est plus sur l'acquisition de nouvelles connaissances, mais de pouvoir travailler au plus près des médecins et donc par procuration au plus près des patients, c'est aussi quelque chose de très gratifiant dans notre métier. Alors, on va peut-être prendre un exemple assez concret. On l'évoquait aussi avec le professeur Lemarchand. Ce sera le thème d'une des conférences qui a lieu aussi en ce moment. C'est la mort subite, c'est l'arrêt cardiaque. C'est aussi là-dessus que vous travaillez en tant que chercheur. Oui. Qu'est-ce que permet l'Institut du Thorax sur ce domaine très concret pour vous en tant que chercheur ? Alors l'Institut du Thorax, depuis 10 ans, mais depuis plus de 10 ans, avant même les médecins de l'Institut du Thorax, travaillent sur des maladies rares qui sont associées à un risque très élevé de mort subite cardiaque. Et la recherche des équipes de l'Institut a été vraiment prépondérante pour découvrir des nouveaux gènes qui sont responsables de ces formes rares. Et je pense que le professeur Lemarec pourra témoigner du fait que ces découvertes ont permis de mieux prendre en charge les patients qui sont atteints de ces maladies. Et aujourd'hui, la mortalité sur certaines formes de ces maladies rares a beaucoup baissé grâce au travail de la recherche fondamentale. Voilà, c'est ça, la recherche fondamentale trouve après évidemment ses applications dans le soin des patients. C'est ce que vous arrivez à mettre en place justement sur ce cas précis aussi de la mort subite. Il y a eu des progrès qui ont pu être faits depuis la création de l'Institut du Thorax. Oui, alors c'est vraiment un exemple typique de la collaboration entre patients d'une part, médecins et chercheurs pour avancer sur ce domaine. Vous savez, pour prendre en charge ces pathologies qui d'abord sont des pathologies rares, on a besoin d'identifier les gènes qui sont impliqués et ensuite de comprendre comment ces gènes modifiés entraînent ces anomalies et le risque de mort subite. Et une fois qu'on a compris, on peut intervenir. Et toute la base de la recherche, c'est ça, c'est d'essayer de comprendre pour pouvoir intervenir ultérieurement et prévenir. Alors, dans le cadre des pathologies telles que la mort subite et les maladies rares, il faut dire qu'en 15 ans, on a fait des progrès extraordinaires, puisque jusqu'à ce moment-là, jusqu'à il y a 15 ans, la mortalité était quand même de 12-13% dans ces maladies, et qu'aujourd'hui, avec un bon diagnostic, une prévention, quelquefois un traitement, mais pas toujours, on arrive à prévenir quasiment la très grande majorité de ce type d'événements. La mortalité est près de 0 aujourd'hui. Donc c'est un vrai progrès. C'est un vrai progrès. Alors justement, la parole aussi peut-être aux associations de patients. Vous, votre rôle aussi en tant qu'association de patients qui fédère des patients touchés par ces maladies héréditaires du rythme cardiaque, c'est de jouer en fait les intermédiaires finalement entre les patients et les médecins, faire remonter aussi des choses aux médecins. Tout à fait, les intermédiaires, mais c'est aussi un rôle complémentaire parce qu'on arrive aussi
en relais avec les médecins, les cardiologues, une fois qu'ils sont sortis du centre de référence, une fois qu'ils ont eu des diagnostics, qu'est-ce que je fais au quotidien? Voilà, c'est toutes les problématiques qui se passent au niveau de l'école, au niveau du sport. On vous entend pas très bien, je vais vous dire juste de bien mettre votre micro devant la bouche. Voilà. Toutes les problématiques du quotidien qui se passent au niveau du sport, de la vie quotidienne, de la prise de médicaments, et, voilà. Et souvent des angoisses aussi, parce que ces patients ont besoin d'avoir le témoignage d'autres patients pour se rassurer aussi. Donc c'est aussi évidemment votre rôle. Et puis il y a aussi des actions très concrètes. On parlait de prévention tout à l'heure. Vous mettez ça aussi en place dans le cadre, en tout cas, des maladies héréditaires du rythme cardiaque, des actions de sport très ciblées pour prendre en compte cette maladie-là, justement. Voilà, tout à fait. Donc l'Association française des maladies héréditaires du rythme cardiaque organise des week-ends sport adaptés. On l'a fait à Amiens l'année dernière et on va le faire à Rennes cette année, d'ailleurs en partenariat avec l'équipe de Nantes. Donc l'idée, c'est de former des éducateurs sportifs en sport adapté. C'est le cas du STAPS de Rennes, et d'aider les enfants à se connaître et à pouvoir faire du sport en sécurité. Pour montrer que c'est possible aussi, justement, on ne s'interdit pas de faire des activités Alors, bien sportives. sûr, ce sera bien encadré, il y aura, évidemment. Il y aura tout ce qu'il faut, la sécurité, des conseils, des formations. C'est important aussi pour vous, alors oui, en tant que médecin, cardiologue, d'avoir ces retours-là et puis d'adapter éventuellement des traitements, des choses Je pense que c'est essentiel. Ce qu'on sait aujourd'hui sur une partie de ces maladies héréditaires du rythme cardiaque, c'est que par une bonne prise en charge, qui concerne la vie quotidienne, mais aussi la prévention, éviter certains risques, certains médicaments qui n'ont aucun effet dans la population normale, je dirais, excusez-moi du terme, peuvent être dramatiques chez les patients. Et donc, l'éducation, apprendre quel type de sport, quel type d'effort, parce qu'on sait que ce sont des facteurs de risque, le sport et l'effort. Quel type de sport, quel type d'effort est permis, qu'est-ce qui n'est pas permis. Selon le type de patient, le type de gène impliqué, ce ne sera jamais la même chose. Pour certains malades, par exemple, on va leur dire il est absolument interdit de faire de la natation. Vous le savez bien, Madame Zinzarel. Et pour d'autres, on va être plus laxiste, enfin plus libre. On va leur laisser avoir des activités sportives différentes. Et donc, on adapte. Et pour ça, il faut les éduquer. Et je pense que, comme ce sont des maladies héréditaires qui touchent les enfants, il faut très tôt les former, les accompagner pour éviter que soit il y ait de mauvaises habitudes, soit qu'il y ait des drames quand on leur dit d'un seul coup vous n'avez plus le droit de faire de sport, c'est interdit, etc. C'est quelquefois un drame, vous pouvez imaginer, chez des adolescents en particulier. Donc l'idée, c'est de pouvoir au quotidien et les accompagner et leur dire ce qu'ils peuvent faire et ce qu'il ne faut pas faire. Alors, il y a aussi un aspect des choses très concret. On avait déjà abordé sur le plateau de Télé Nantes avec le professeur Brobst, qui travaille aussi à l'Institut du Thorax. C'est la question aussi des défibrillateurs. Ça parle peut-être plus au grand public parce que c'est des choses qu'on peut voir dans les trains, dans les espaces publics. C'est aussi un des axes de travail de l'Institut du Thorax que de sensibiliser à cet usage-là, à cette présence-là des défibrillateurs. Oui, et je me rappelle avec Madame Zinzaren être allé au collège de Talence pour parler de la défibrillation au moment où vous étiez cotisé d'ailleurs pour former qui sert justement en cas d'arrêt cardiaque, voilà, c'est ça. Pour acheter un défibrillateur pour ce lycée. Et donc je crois que c'est notre rôle, nous, d'accompagner. Alors, vous savez bien qu'on ne va pas pouvoir tout faire et ça nécessite une démarche sociétale beaucoup plus large. Il n'y a pas simplement les médecins. Mais notre rôle, c'est d'accompagner ce type de démarche pour apprendre à utiliser ce type d'appareil, les diffuser et aussi dédramatiser l'utilisation de ce type d'appareil. Vous verrez, il y en a un juste à l'entrée de ce bâtiment. J'espère qu'il y en a ici. Mais... il faut dédramatiser et apprendre les gens à l'utiliser. Oui. Vous étiez en train d'opiner du chef, c'est important. Complètement d'accord, parce que c'est vrai que quand le professeur Lemarec est venu justement nous accompagner pour l'installation de ce défibrillateur au sein du collège,
il a aussi, ce n'est pas tout. Il faut que ce soit aussi accompagné des gestes qui sauvent. Bien sûr. Voilà, c'est très important. Il faut faire cette éducation-là aussi auprès des collégiens, des lycéens, des enfants, évidemment, pour apprendre à se servir de ces défibrillateurs. Alors, revenons aussi à la recherche, au thème qui vous intéresse, Monsieur Redon. On parlait aussi avec le professeur Lemarchand tout à l'heure de la question des moyens, de la question des moyens financiers qui sont alloués à la recherche. Est-ce que vous, aujourd'hui, dans le domaine qui est le vôtre, vous avez le sentiment d'être soutenu, que vous avez les moyens de faire ce que vous voulez? Oui, on a quand même quelques soutiens pour travailler. On a des soutiens des collectivités territoriales déjà. La région des Pays de la Loire nous soutient très régulièrement dans nos recherches. On a le soutien des institutions, donc du CHU, qui ne soutient pas seulement les médecins, mais qui soutient aussi les chercheurs par rapport à certaines infrastructures, l'université. Et puis, moi, je suis chercheur à l'INSERM, donc je suis salarié de l'INSERM. Le CNRS a labellisé aussi l'Institut Thorax il y a quelques années. Donc on a quand même de nombreuses tutelles qui nous soutiennent. Et puis on est aussi créatif pour aller chercher de l'argent. Donc on répond à des appels d'offres internationaux, on répond à des appels d'offres nationaux, l'Agence nationale de la recherche. Et on a une fondation qui a été créée par Hervé Lemarec, qui s'appelle Genavi, donc une fondation d'entreprise qui nous soutient, donc qui nous aide beaucoup lorsqu'on doit démarrer des nouveaux projets, pour nous aider à démarrer des choses très originales qui sont difficiles à financer par ailleurs. C'est très important pour nous d'avoir une fondation telle que Genavi, qui nous permet d'initier des nouveaux travaux. Et vous, votre espoir dans votre recherche, c'est d'isoler le gène qui est responsable de ces maladies rares et d'empêcher peut-être que ça se transmette? C'est ça l'enjeu pour vous de vos recherches? Vous souriez. Oui, parce que c'est pas un seul gène. Ces maladies sont très complexes et il y a de nombreux gènes qui sont impliqués. Et puis l'idée, c'est pas seulement d'identifier le gène. Donc on commence par essayer d'identifier des gènes qui peuvent être utiles aux médecins pour prendre en charge de façon préventive les maladies. Et puis on identifie des gènes pour travailler avec des physiologistes qui vont travailler sur le rôle des gènes au niveau du tissu cardiaque pour essayer de mieux comprendre les gènes clés du fonctionnement électrique du cœur, et puis essayer d'être imaginatif et trouver des molécules qui peuvent permettre de jouer sur la fonction de ces gènes et à terme, pour certaines formes de la maladie, d'aider à leur prise en charge. Mais c'est du côté du médecin, vous aussi, les applications de ces recherches, c'est aussi ça, par rapport aux patients, justement, lui dire que peut-être bientôt la maladie ne se transmettra plus. Alors je pense que c'est très difficile de dire que la maladie ne se transmettra plus, parce que c'est un héritage et ce sont des maladies souvent à risque qu'on dit autosomique dominante, c'est-à-dire un risque sur 2 d'avoir un enfant qui est porteur de cette maladie. Aujourd'hui, je vous ai expliqué que la mortalité avait énormément baissé. Elle était à près de 0%. L'objectif, c'est pas d'empêcher des enfants de naître avec cette variation génétique, parce qu'il faut aussi que tout le monde sache qu'on a tous des anomalies. Il n'y a pas une personne normale, comme on pourrait dire, mais plutôt de les accompagner pour que tout se passe bien pendant toute leur vie normale. Qu'il n'y ait pas de mort prématurée et que tout se passe parfaitement bien. C'est pas d'empêcher les gens de naître avec cette maladie. Je crois qu'aujourd'hui, pour les maladies héréditaires, à moins de s'attaquer à des maladies pour lesquelles on n'a aucune solution et qui sont vraiment dramatiques, la solution, c'est beaucoup plus de les accompagner pour bien les traiter, bien prévenir. Mais vous, côté patient, il y a aussi cet espoir. C'est vrai que nous, notre espoir, ce serait que cette maladie n'existe plus, que nos enfants ne la transmettent pas à leurs enfants. Mais il faut savoir que depuis quand même quelques années, il y a eu un effort énorme au niveau de la prévention et de la rassurance. Comme le disait le professeur Lemarec, c'est vrai qu'on est beaucoup plus rassuré au quotidien maintenant. Alors, il nous reste très peu de temps finalement. Je voulais évoquer avec vous aussi quelque chose qui a fait l'actualité dans le domaine du cœur récemment, et l'Institut Thorax n'est pas complètement étranger à cette affaire. Ça a été la greffe d'un cœur artificiel. Oui. Ça, c'est un événement aussi important pour l'Institut du Thorax, en plus qu'il y a une résonance dans le grand public. Ça marque ce genre d'événement. Oui, alors j'expliquais tout à l'heure, on me posait déjà cette question, c'est que je pense que le progrès de la médecine, ça évolue par une très saine compétition entre les progrès technologiques, et je pense que le cœur artificiel de type Carmat est un progrès technologique, et les progrès de la connaissance pour finalement
non pas traiter à la phase terminale d'une maladie, mais la prévenir sa survenue. Alors, CARMAT, puisque vous voulez aborder ce sujet, c'est l'essai et l'implantation d'un cœur artificiel assez abouti chez un patient nantais. C'est l'aboutissement de tout un travail de recherche technologique qui a été réalisé pas uniquement à Nantes. Une partie de l'expérimentation a été faite à Nantes et une grande partie de la conception a été faite ailleurs. Mais c'est quelque part la traduction. Si Nantes a été choisie pour cette implantation, non seulement si les chirurgiens nantais sont allés faire la première implantation, mais s'ils ont été choisis pour faire la deuxième, c'est la traduction de l'excellence, pas uniquement scientifique, pas uniquement de la recherche, mais de l'excellence du soin qui est développée au sein de l'Institut du thorax. Et donc, c'est quelque part pour l'ensemble de la population les garants d'une excellente prise en charge de leur maladie dans la région. Ce sera un beau mot de la fin, finalement, de parler de cette excellence de l'Institut du thorax. J'espère qu'on aura contribué, en tout cas, à mieux faire connaître cet Institut du thorax. Et puis, on vous souhaite un bon anniversaire pour ces 10 ans. Merci d'avoir été avec nous.